Ma famille a délibérément humilié ma fille d'à peine un jour à l'hôpital. À peine était-elle née qu'ils lui ont donné un bonnet et un body brodé des mots « l'erreur » devant toutes les infirmières. Ma mère a dit d'une voix forte « l'enfant d'un échec est aussi un échec ». Mon père a ajouté « certains bébés ne méritent tout simplement pas d'être célébrés ». Ma sœur a ri. Au moins, maintenant tout le monde connaît la vérité. Quand j'ai essayé d'enlever les vêtements à mon nouveau-né, mon père m'a agrippé le bras et l'a tordu. Laisse-les. Elle doit connaître sa place. Ma mère m'a giflé alors que j'étais encore faible après l'accouchement. Tu n'as rien à décider. Mon frère a pris des photos de mon bébé dans ses vêtements. Ça va finir sur les réseaux sociaux. Ma sœur les a publiées en ligne avec des légendes moqueuses. Une semaine plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les lumières fluorescentes de la salle d'accouchement s'étaient à peine tamisées lorsque ma famille est arrivée. Je tenais ma fille, sentant son petit cœur battre contre ma poitrine quand ils sont entrés, portant un sac cadeau. Le sourire de ma mère avait l'air prédateur. Mon père arborait cette expression qu'il réservait au moment où il voulait affirmer sa domination. Ma sœur tenait son téléphone ouvertement, déjà en train d'enregistrer. Mon frère les suivait avec un empressement qui me soulevait le cœur. Nous avons rapporté quelque chose de spécial pour le bébé, a annoncé ma mère à toute la maternité. Sa voix a porté au-delà des rideaux de séparation, atteignant les autres nouvelles mères et leurs familles. Les infirmières ont jeté un coup d'œil depuis leur poste. Ma fille avait à peine 12 heures. J'aurais dû m'en douter. Rien dans ma vie ne m'avait préparé à un amour sincère de la part de ces gens. Ils avaient passé 28 ans à s'assurer que je comprenais ma position dans la hiérarchie familiale. Mais en tenant mon nouveau-né, épuisé par 14 heures de travail, je m'étais permise un moment d'espoir insensé. Peut-être qu'un petit enfant les adoucirait. Peut-être que cette vie innocente comblerait le fossé entre nous. Mon père a plongé la main dans le sac le premier. Il en a sorti un petit bonnet, rose avec une bordure blanche. Pendant une seconde, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompée. Puis il l'a retourné. L'erreur était brodée sur le devant en lettres noires et grasses. Chaque lettre était soigneusement cousue, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait commandée sur mesure. Il l'avait planifiée probablement des semaines auparavant, peut-être même avant la naissance de ma fille. Taille parfaite pour elle, tu ne trouves pas? Le rire de ma sœur a résonné contre les murs. Elle s'est approchée avec son téléphone, s'assurant de capturer chaque angle. Ma mère a sorti le body assorti. Les mêmes mots, la même couture délibérée. Elle l'a tenu en l'air, l'exposant comme un trophée pour que tout le monde puisse en être témoin. Mettez-lui ça, a ordonné mon père. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. J'ai serré ma fille plus fort contre moi. Absolument pas. L'enfant d'un échec est aussi un échec. La voix de ma mère a retenti dans la salle de réveil. Les autres familles ont cessé leur conversation. Les infirmières se sont figées en plein pas. La femme dans le lit à côté du mien a poussé un soupir audible. Autant que tout le monde sache à qui ils ont affaire. Certains bébés ne méritent tout simplement pas d'être célébrés, a ajouté mon père, d'un volume égal au sien. Il avait toujours su comment projeter sa voix quand il voulait une humiliation maximale. Celui-ci se qualifie certainement. Ma sœur a zoomé avec son appareil photo. Au moins, maintenant tout le monde connaît la vérité. Inutile de prétendre que c'est une occasion joyeuse. J'ai essayé de protéger ma fille, tournant mon corps loin d'eux. Elle avait commencé à pleurer, effrayée par les cris. Mes bras me faisaient mal à cause de l'accouchement, mais je les serrais plus fort. C'est alors que mon père m'a agrippé l'avant-bras. Ses doigts se sont enfoncés dans la chair juste au-dessus de mon poignet, tordant jusqu'à ce que la douleur me transperce l'épaule. Je venais de pousser un être humain hors de mon corps. Mes muscles étaient faibles, ma coordination compromise. Il savait exactement à quel point j'étais vulnérable. Laisse-les, a-t-il sifflé à mon oreille. Elle doit connaître sa place dès le premier jour. Lâche-moi. J'ai essayé de me libérer, mais ma force était partie. La péridurale avait cessé ses effets des heures auparavant, remplacée par une douleur qui rendait chaque mouvement agonisant.
Ma mère s'est avancée et m'a giflé. Le son a retenti dans la pièce comme un coup de feu. Ma joue brûlait, ma vision s'est brouillée. Je venais d'accoucher, et elle m'avait frappé assez fort pour faire vibrer mes dents. Tu n'as rien à décider. Elle a levé la main à nouveau, menaçant d'un autre coup. Tu as perdu ce privilège le jour où tu es devenu une telle déception. Mon frère m'a arraché ma fille des bras pendant que j'étais désorientée. J'ai tendu la main vers elle, mais mon père tenait toujours mon poignet dans une poigne de fer. Mon frère l'a posé sur le lit d'hôpital et a commencé à lui enlever le simple body blanc que les infirmières lui avaient mis. Arrête, s'il te plaît, ai-je supplié, mais il m'a complètement ignoré. Il a habillé mon nouveau-né de ses horribles vêtements pendant que ma sœur filmait tout. Ma fille hurlait, ses petits poings s'agitant. Elle avait froid, était confuse, effrayée. Chaque instinct maternel en moi criait de la protéger, mais je ne pouvais pas me libérer de l'emprise de mon père. Ça va finir sur les réseaux sociaux, a annoncé mon frère joyeusement, posant mon bébé en pleurs pour de meilleurs angles. Tout le monde doit voir ça. Tous nos amis demandent des photos de bébé, a ajouté ma sœur, toujours en train d'enregistrer. Autant leur donner quelque chose de mémorable. Une infirmière est finalement intervenue. Je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez les autres patients. Nous célébrons juste la nouvelle arrivée, a dit ma mère gentiment, son ton changeant instantanément pour quelque chose de charmant et raisonnable. Une tradition familiale ? L'infirmière m'a regardé, puis ma fille dans ses vêtements cruels, puis de nouveau ma famille. La politique de l'hôpital exige que les visiteurs maintiennent une conduite appropriée. Ce n'est pas approprié. Nous partions de toute façon, a dit mon père en relâchant mon poignet. Nous avons enfin ce que nous sommes venus chercher. Ils sont partis en riant. Ma sœur tapait déjà sur son téléphone, téléchargeant du contenu avant même d'avoir atteint l'ascenseur. Mon frère m'a fait un salut moqueur. Ma mère a envoyé un baiser vers ma fille, théâtrale et moqueur. J'ai retiré les vêtements de mon bébé dès qu'ils sont partis. Mes mains tremblaient en enlevant le bonnet et le body, les jetant dans la poubelle à côté de mon lit. Une autre infirmière a apporté des vêtements frais, son expression compatissante mais incertaine. Elle avait tout vu mais semblait ne pas savoir comment aborder le sujet. « Avez-vous besoin que j'appelle quelqu'un » a-t-elle demandé doucement. « La sécurité ou peut-être les services sociaux ?»« Non » ai-je murmuré. « Ils sont partis maintenant. » Mais ils n'étaient pas partis. Pas vraiment. Ma sœur avait posté 6 photos avant même d'avoir quitté le parking de l'hôpital. Le visage de ma fille, rouge et en pleurs, portant ces mots. Les légendes en dessous se moquaient de toute la situation. Voici la nouvelle déception de la famille, disait l'une d'elles. Quand l'échec est dans les gènes, disait une autre. Les commentaires sont arrivés immédiatement. Cousins, tantes, oncles, amis de la famille qui m'avaient connu toute ma vie. Certains riaient avec la blague. D'autres ont exprimé leur choc, mais aucun d'eux ne m'a défendu. Quelques parents éloignés ont essayé de jouer les médiateurs, suggérant que cela allait trop loin, mais leurs objections ont été noyées par l'enthousiasme du groupe principal. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chaque notification ressemblait à une autre gifle. Je l'ai éteint et me suis concentré sur ma fille, mémorisant ses traits, son petit nez, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour des miens, le doux son qu'elle faisait en dormant. Elle méritait tellement mieux que cette introduction au monde. Le lendemain matin, une assistante sociale de l'hôpital est venue me voir. Quelqu'un avait signalé l'incident. J'ai tout expliqué, bien que le fait de le dire à voix haute le rende presque surréaliste. L'assistante sociale a pris des notes, son visage soigneusement neutre. « Avez-vous du soutien ?» a-t-elle demandé. « Des amis, d'autres membres de votre famille ?»« J'ai des gens », ai-je dit. La famille de mon partenaire a été merveilleuse. C'était vrai. Les parents de Tyler avaient été tout ce que les miens n'étaient pas. Ils avaient assisté à tous les rendez-vous prénataux qu'ils pouvaient. Sa mère avait tricoté des couvertures et des chaussons. Son père avait assemblé le berceau et la table à langer. Ils avaient prévu de venir cet après-midi avant que ma famille ne se présente inopinément ce matin-là. Tyler lui-même était sorti prendre un café quand ma famille est arrivée.
Il avait été à mes côtés pendant tout le travail, me tenant la main, m'aidant à respirer. Il n'était parti que parce que j'avais insisté sur le fait que j'allais bien, que j'avais besoin qu'il prenne une pause. Son timing n'aurait pas pu être pire. Quand il est revenu et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, son visage a exprimé rapidement plusieurs émotions. Choc, puis colère, puis une fureur protectrice. Il voulait les confronter immédiatement. Je l'ai calmé, expliquant que cela ne ferait que leur donner plus d'armes. Il gagne si tu réagis, ai-je dit, répétant quelque chose que j'avais appris après des décennies à les gérer. Mais Tyler a ouvert les réseaux sociaux de ma sœur sur son téléphone. Il a lu chaque commentaire à haute voix, sa voix devenant plus tendue à chaque fois. Comment est-ce légal? Comment peuvent-ils vous faire ça, à notre fille, et s'en tirer comme ça? Parce que c'est ma famille, ai-je dit amèrement. La société accorde beaucoup de liberté aux familles. Nous avons quitté l'hôpital le lendemain. Tyler a conduit prudemment, vérifiant notre fille sur le siège arrière toutes les quelques minutes. Ses parents nous ont rejoints à notre appartement avec des courses, des plats préparés et des offres d'aide de toutes sortes. Sa mère a tenu notre bébé et a pleuré, s'excusant pour ce que ma famille avait fait, comme si elle en portait la moindre responsabilité. Vous méritez mieux, ne cessait-elle de répéter. Vous méritez tellement mieux, tous les deux. Je pensais que ce serait la fin. Un horrible souvenir qui s'estomperait avec le temps. J'avais coupé les ponts avec ma famille pendant ma grossesse, lorsqu'ils avaient clairement indiqué qu'ils considéraient ma relation avec Tyler comme une erreur. Il n'était pas assez riche, n'avait pas le bon pédigré, travaillait dans le commerce plutôt que dans un bureau. Ma mère avait même dit qu'elle serait embarrassée d'annoncer ma grossesse à ses amis. Alors, j'avais arrêté d'appeler, de visiter, d'essayer de maintenir des relations qui n'apportaient que de la douleur. J'avais été assez naïve pour penser que la naissance de leur petite fille pourrait changer quelque chose. Au lieu de cela, ils l'avaient utilisée comme une dernière opportunité pour asseoir leur domination. 7 jours après la naissance de ma fille, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce la mère du nourrisson photographié avec des vêtements inappropriés? Une voix professionnelle, féminine, formelle. Oui, ai-je dit prudemment. Qui est-ce? J'appelle des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu de multiples signalements concernant des photos circulant sur les réseaux sociaux. Mon estomac s'est noué. Des signalements. Quel genre de signalements? Des photos d'un nouveau-né portant des vêtements avec des propos dérogatoires. Des preuves d'agression sur une mère postpartum. Des enregistrements vidéo montrant un nourrisson habillé de force contre la volonté de la mère. Nous prenons ces questions très au sérieux. Attendez, non, ai-je dit rapidement. C'est moi la victime ici. Ma famille nous a fait ça. Je comprends, a dit la femme, son ton légèrement plus chaleureux. Notre enquête l'a clairement établi. En fait, j'appelle parce que nous engageons des poursuites contre les individus impliqués. Nous aurons besoin d'une déclaration de votre part. Je me suis assise lourdement sur le canapé. Des poursuites? Quel genre de poursuites? Mise en danger d'enfants, agression, harcèlement. L'hôpital a fourni des images de vidéosurveillance et des déclarations de témoins. Plusieurs infirmières ont tout documenté. Les publications de votre famille sur les réseaux sociaux ont fourni des preuves supplémentaires. Au cours de l'heure suivante, elle m'a expliqué la situation. Apparemment, de nombreuses personnes qui avaient vu les publications les avaient signalées aux autorités. Certaines étaient des étrangers dégoûtés par ce qu'ils avaient vu. D'autres étaient des rapporteurs obligatoires, des enseignants, des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux qui avaient vu le contenu et l'avaient identifié comme de la maltraitance. L'hôpital avait examiné leurs images de vidéosurveillance à la demande des forces de l'ordre. Tout y était. Mon père me tordant le bras, ma mère me frappant, mon frère prenant mon nouveau-né sans permission. Tout capturé en vidéo d'une clarté cristalline avec un son qui captait chaque mot qu'ils avaient dit. Les publications de votre sœur sur les réseaux sociaux se retournent en fait contre eux, a expliqué l'agente des services de protection de l'enfance. Elle a documenté les preuves de leurs crimes et les a diffusées publiquement.
Les procureurs adorent les affaires comme celle-ci. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé, me sentant déconnecté de ma propre voix. Nous nous coordonnons avec les forces de l'ordre. Il y aura probablement des arrestations. Vous devrez témoigner, mais la preuve vidéo est suffisamment solide pour que la poursuite puisse avancer de toute façon. Elle m'a donné un numéro de dossier et des coordonnées. Après que nous ayons raccroché, je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Tyler m'a trouvée là, tenant notre fille, fixant le vide. Qu'est-ce qui ne va pas ? A-t-il demandé immédiatement. J'ai tout expliqué. Son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus sombre, de plus satisfait. Bien, a-t-il dit simplement. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Les arrestations ont eu lieu au cours des 2 jours suivants. Mon père a été emmené de son bureau pendant les heures de travail. Ma mère a été arrêtée à son club de tennis. Mon frère a été interpellé en se rendant au travail. Ma sœur a été arrêtée lors d'un brunch avec des amis. Je n'ai rien vu personnellement, mais le bouche-à-oreille familial a fonctionné à plein régime. Des cousins qui avaient ri de la publication originale ont soudainement commencé à appeler, demandant ce qu'ils devaient faire, s'ils avaient besoin d'avocats. Des tantes et des oncles qui étaient restés silencieux au début ont maintenant affirmé qu'ils avaient toujours pensé que le coup de l'hôpital était allé trop loin. La sœur de ma mère m'a appelé directement. « Tu dois retirer ces accusations », a-t-elle exigé. « Tu détruis la famille. » Je n'ai pas porté plainte, l'ai-je corrigé. L'État l'a fait, sur la base des preuves que votre sœur a elle-même créées. Pour une blague stupide ? Tu vas ruiner leur vie pour une blague ? Ils m'ont agressé alors que je me remettais de l'accouchement, ai-je dit lentement, m'assurant que chaque mot était clair. Ils ont mis des vêtements humiliants à mon nouveau-né et l'ont diffusé à des centaines de personnes. Ils ont créé des preuves de leurs propres crimes et les ont publiés publiquement. Je n'ai rien ruiné. Ils l'ont fait eux-mêmes. Elle m'a raccroché au nez. Plusieurs autres membres de la famille ont tenté des appels similaires. À chaque fois, j'ai répété les mêmes informations. Je n'avais pas intenté d'action en justice. Les autorités avaient répondu à des signalements provenant de multiples sources. Les preuves étaient documentées publiquement. Leurs propres actions avaient créé les conséquences auxquelles ils faisaient maintenant face. Ma sœur a essayé d'appeler de prison. Je n'ai pas accepté les frais. Mon frère m'a envoyé des emails me suppliant de faire une déclaration en leur nom. Je les ai supprimés sans répondre. Mon père a fait contacter son avocat avec des menaces à peine voilées. J'ai tout transmis au procureur. Les audiences préliminaires ont été rapidement programmées. Le bureau du procureur m'a contacté pour m'expliquer le processus. Ils avaient des preuves accablantes et s'attendaient à des plaidoyers de culpabilité, mais ils voulaient que je sois préparé à un procès si nécessaire. Votre famille a rendu cela incroyablement facile à poursuivre, m'a dit la procureure lors de notre première rencontre. C'était une femme d'une 40aine d'années aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique. La preuve vidéo à elle seule est accablante. Les publications sur les réseaux sociaux ne sont que la cerise sur le gâteau. De quoi sont-ils accusés exactement ? Ai-je demandé. Elle a énuméré les points sur ses doigts. Votre père et votre mère sont accusés de voies de fait, de mise en danger d'enfants et de harcèlement. Votre frère et votre sœur sont accusés de mise en danger d'enfants, de harcèlement et de cyberintimidation. Il y a des accusations supplémentaires liées à la distribution d'images sur les réseaux sociaux. Est-ce sérieux ? Assez sérieux pour qu'ils risquent tous une peine de prison s'ils sont reconnus coupables. L'agression d'une mère en postpartum, en particulier, entraîne des peines aggravées. Les juges ne voient pas d'un bon œil les personnes qui attaquent des femmes qui viennent d'accoucher. Le poids de la situation commençait à se faire sentir. Ma famille faisait face à de réelles conséquences. Pas seulement l'embarras ou le coût financier, mais de véritables casiers judiciaires, une incarcération potentielle. Leurs photos d'identité judiciaire seraient des documents publics. Leurs noms figureraient dans des bases de données. Avez-vous des doutes ? A demandé la procureure, observant attentivement mon visage. Non, ai-je dit fermement. Je ne m'attendais simplement pas à ce que la justice se produise réellement. Elle a souri avec gravité.
La plupart des personnes qui maltraitent des membres de leur famille ne s'attendent pas non plus à des conséquences. Ils pensent que le sang les protège. L'erreur de votre famille a été de tout documenter et de le rendre public. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu leur vie s'effondrer à travers le réseau de commérage familial. Les associés de mon père ont commencé à prendre leur distance. Les clients ne voulaient pas être associés à quelqu'un faisant face à des accusations criminelles pour avoir agressé sa fille et sa petite-fille nouveau-née. La réputation de son entreprise a subi coup après coup à mesure que la nouvelle se répandait. Ma mère a été exclue de ses cercles sociaux. Le club de tennis lui a demandé de démissionner de son adhésion. Son club de lecture l'a évincé par un vote. Ses postes au conseil d'administration de diverses organisations caritatives se sont évaporés du jour au lendemain. Il s'avère que les gens ne veulent pas être associés à quelqu'un qui a giflé une femme qui venait d'accoucher. Mon frère a perdu son emploi. Son employeur avait une clause de moralité dans ses contrats. Être arrêté pour mise en danger d'enfants et cyberintimidation l'a violé. Il était cadre intermédiaire, avait une hypothèque, des paiements de voiture, tout le package de la vie de banlieue. Sans revenu, tout a commencé à s'effriter. Ma sœur a fait face aux conséquences sociales les plus dures. Sa présence en ligne était son identité. Elle avait bâti un public autour de son contenu lifestyle, de la mode, des événements sociaux. Les marques l'ont immédiatement abandonnée lorsque la nouvelle a éclaté. Ses followers l'ont quittée par milliers. Les mêmes plateformes où elle avait posté ses horribles photos hébergeaient maintenant d'innombrables articles de réflexion sur ce qu'elle avait fait. Quelqu'un a créé un hashtag sur l'incident. Il a été en tendance pendant 3 jours. Des blogueurs parentaux ont écrit des articles condamnant ce comportement. Des défenseurs de la sécurité des enfants l'ont utilisé comme exemple de maltraitance familiale. Le nom de ma sœur est devenu synonyme de cruauté. Leurs avocats ont tenté de négocier des accords de plaidoyer, mais le bureau du procureur a tenu bon. Les preuves étaient trop solides, l'intérêt public trop élevé. Cette affaire était devenue un exemple, une déclaration sur la protection des nouvelles mères et des nourrissons vulnérables contre la maltraitance. Le procès a eu lieu 4 mois après la naissance de ma fille. J'ai dû témoigner, racontant tout ce qui s'était passé ce jour-là à l'hôpital. Tyler a témoigné, les infirmières ont témoigné, l'assistante sociale de l'hôpital a témoigné. Ils ont diffusé les images de vidéosurveillance plusieurs fois pour le jury. Les avocats de la défense de ma famille ont essayé de présenter cela comme un malentendu, une blague sortie de son contexte, mais la preuve vidéo était impossible à manipuler. L'emprise de mon père sur mon poignet, visible et violente. La gifle de ma mère, le son clairement audible. Les cris de ma fille lorsque mon frère lui a changé ses vêtements de force. Les mots cruels prononcés assez forts pour déranger toute une maternité. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation pour tous les défendeurs. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 18 mois de prison plus une période de probation. Ma mère a écopé de 12 mois plus une thérapie obligatoire de gestion de la colère. Mon frère a eu 6 mois plus des travaux d'intérêt général et une probation. Ma sœur a été condamnée à une probation, des travaux d'intérêt général et une ordonnance restrictive permanente lui interdisant de publier quoi que ce soit me concernant ou concernant ma fille en ligne. Ils ont tous été condamnés à verser des dédommagements pour mes frais médicaux, mes frais de thérapie et les dommages. La juge a fait une déclaration sur la gravité de leurs actions, sur la protection des nouvelles mères et des nourrissons, sur les dommages permanents causés par l'humiliation publique. Ma fille avait presque 5 mois lorsque la sentence a été rendue. Elle ne se souviendrait jamais de ce jour à l'hôpital, ne saurait jamais qu'elle avait un jour porté ces horribles vêtements. Mais je m'assurerai qu'elle sache qu'elle était désirée, aimée, célébrée chaque jour de sa vie. La famille élargie s'est complètement fracturée. Certaines personnes ont pris le parti de mes parents, affirmant que la punition était trop dure. D'autres m'ont contacté pour s'excuser de leur réaction initiale, disant qu'ils n'avaient pas compris toute la gravité. J'ai accepté certaines excuses et ignoré d'autres, établissant des limites basées sur qui m'avait réellement soutenu par rapport à qui n'avait changé d'avis que lorsque les conséquences sont devenues réelles. L'entreprise de mon père s'est entièrement effondrée dans les 6 mois suivant son arrestation.
Ses partenaires avaient voté pour le retirer de la société qu'il avait fondée 30 ans plus tôt. Ils avaient publié un communiqué de presse dissociant l'organisation de ses actions, soulignant leur engagement envers les valeurs familiales et la conduite éthique. L'ironie n'a échappé à personne. Sans son leadership et sa réputation, les principaux clients ont résilié leur contrat. Une entreprise manufacturière avec laquelle il travaillait depuis 15 ans s'est retirée. Une chaîne de détaillants a annulé des commandes d'une valeur de millions. La valeur boursière de son entreprise s'est effondrée. Les employés ont commencé à quitter le navire, sachant que l'entreprise sombrait. L'entreprise a déposé le bilan avant même qu'il n'entre en prison. L'effondrement final a eu lieu pendant le procès. Tout ce qu'il avait bâti, toutes les réussites dont il avait fanfaronné devant la famille pendant des décennies ont disparu. Son héritage est devenu une mise en garde dans les revues d'affaires sur la façon dont la conduite personnelle affecte le succès de l'entreprise. La chute de ma mère a été tout aussi complète, mais plus axée sur le social. Elle avait passé 40 ans à cultiver une image de pilier de la communauté. Elle présidait des galas de bienfaisance, organisait des collectes de fonds, siégeait au conseil d'administration de musées. Son agenda était perpétuellement rempli de déjeuners, de réunions de comités et de réceptions sociales. Tout cela s'est évaporé. La société historique lui a demandé sa démission. L'hôpital pour enfants a retiré son nom d'une aile qu'elle avait contribué à financer. Le club de jardinage auquel elle appartenait depuis 25 ans a envoyé une lettre formelle lui demandant de ne pas renouveler son adhésion. Ses plus vieilles amies ont cessé de lui retourner ses appels. Des femmes qui socialisaient avec elle chaque semaine avaient soudainement des problèmes d'emploi du temps chaque fois qu'elle essayait d'organiser des rencontres. Au supermarché, des connaissances l'apercevaient et tournaient rapidement dans d'autres allées pour éviter toute interaction. L'isolement l'a plus dévastée que les conséquences légales. Elle tirait toute son estime de soi de son statut social. Sans cela, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Ses lettres de prison étaient remplies de tentatives désespérées d'expliquer comment les choses avaient pu déraper à ce point, mais elle n'a jamais assumé une véritable responsabilité. Il s'agissait toujours de la façon dont elle avait été mal comprise, de la façon dont la situation avait été exagérée. La situation financière de mon frère est rapidement devenue dramatique. Sa femme a demandé le divorce 3 semaines après son arrestation. Elle a pris leurs 2 enfants et a déménagé à travers le pays pour vivre chez ses parents. Dans la procédure de divorce, elle a cité son comportement criminel et l'humiliation publique qu'il avait infligée à leur famille. Il a perdu la maison dans l'accord, a perdu sa voiture, a perdu la garde de ses enfants sauf pour des visites supervisées 2 fois par an. La juge avait été explicite. Quelqu'un reconnu coupable de mise en danger d'enfants n'obtenait pas un accès non supervisé aux mineurs, même ses propres enfants. La famille de son ex-femme était riche et a engagé des avocats agressifs. Ils l'ont noyé sous les frais d'avocat tout en s'assurant qu'il obtenait le minimum dans l'accord de divorce. Il s'est retrouvé dans un studio, travaillant dans le commerce de détail parce qu'aucun employeur professionnel ne le toucherait avec son casier judiciaire. Les visites supervisées avec ses enfants étaient, paraît-il, horrible. Ses enfants le reconnaissaient à peine, ayant été si jeunes quand tout s'est passé. Les rapports des superviseurs notaient ses tentatives de se présenter comme une victime, essayant d'expliquer à des enfants d'âge élémentaire pourquoi ce qu'il avait fait n'était pas si grave. Le tribunal a finalement réduit encore ses droits de visite sur la base de ces rapports. La trajectoire de ma sœur a été peut-être la plus dramatique parce que sa chute a été si publique. Elle avait près de 50 000 followers avant le scandale. Après que tout a été révélé, son compte a été suspendu pour violation des politiques de la plateforme concernant la sécurité des enfants. Lorsqu'elle a créé de nouveaux comptes sous des noms différents, les gens l'ont identifié en quelques heures et l'ont signalé immédiatement. Quelqu'un a créé un site web documentant tout ce qu'elle avait fait. Des captures d'écran de ses publications originales, des copies de documents judiciaires, des chronologies des événements. C'est devenu le premier résultat chaque fois que quelqu'un cherchait son nom. Les employeurs potentiels le trouveraient instantanément. Les rencontres potentielles le découvriraient dès la première recherche. Elle ne pouvait pas échapper à ses actions. Elle avait travaillé dans le marketing auparavant, tirant parti de sa présence sur les réseaux sociaux pour obtenir des clients.
Ce chemin de carrière était définitivement fermé. Les marques ne la toucheraient pas. Les agences de marketing ne l'intervieweraient pas. Même les petites entreprises faisant leur diligence raisonnable trouveraient le site web et refuseraient de travailler avec elle. Elle a essayé de changer légalement son nom, mais les dossiers judiciaires étaient publics. Quelqu'un finissait toujours par faire le lien. Internet n'oublie jamais, et elle s'était fait suffisamment d'ennemis au cours de ces années de comportement en ligne pour que les gens travaillent activement à s'assurer qu'elle ne puisse pas se cacher de son passé. Les conséquences financières ont durement frappé ma famille. Les paiements de dédommagement étaient substantiels, et mes parents ont dû liquider des biens pour les couvrir. Ils ont vendu leur maison, la propriété de vacances qu'ils possédaient depuis des années, des véhicules, des bijoux, des œuvres d'art. Tout a servi à payer ce qu'ils me devaient et à couvrir leurs frais juridiques croissants. Les comptes de retraite de ma mère ont été vidés. La pension de mon père a été saisie. Ils étaient riches selon la plupart des critères, confortables dans leur style de vie de classe moyenne supérieure. Maintenant, ils ont du mal à se permettre les nécessités de base. Pendant l'incarcération de mon père, ma mère a vécu temporairement chez sa sœur. Cet arrangement a duré 3 mois avant que les tensions n'explosent. Sa sœur a finalement admis ce que tout le monde savait déjà. Ma mère était impossible à vivre, exigeante et critique, jamais satisfaite. Ma mère a fini dans un petit appartement dans un quartier qu'elle avait autrefois dédaigné. La femme qui jugeait l'adresse et le code postal de tout le monde vivait maintenant quelque part qu'elle aurait auparavant considéré comme en dessous d'elle. Après la libération de mon père, elle a trouvé un travail à temps partiel dans un grand magasin, quelque chose qu'elle avait dit ne jamais s'abaisser à faire. Le tribut psychologique pour ma famille a été immense. Mon frère a développé une dépression et de l'anxiété. Des dossiers médicaux révélés plus tard dans des procédures civiles ont montré qu'il lui avait été prescrit plusieurs médicaments, qu'il avait tenté une thérapie et qu'il avait du mal à fonctionner. Les notes de son thérapeute indiquaient qu'il avait exprimé des pensées suicidaires à divers moments. Ma sœur a consulté plusieurs thérapeutes, aucun d'entre eux n'ayant duré plus de quelques séances. Elle s'y rendait en s'attendant à de la validation et du soutien, voulant qu'il soit d'accord sur le fait qu'elle avait été traitée injustement. Quand il remettait en question sa perspective ou essayait de la faire accepter la responsabilité, elle démissionnait et en trouvait un nouveau. Ma mère a eu un problème de santé pendant son incarcération. Des palpitations cardiaques liées au stress l'ont conduite à l'infirmerie de la prison. Les médecins ont dit que sa tension artérielle était dangereusement élevée. On lui a prescrit des médicaments et imposé des restrictions, mais la cause sous-jacente était la destruction complète de la vie qu'elle avait construite. Mon père est sorti de prison une personne physiquement différente. Il avait vieilli de 20 ans en 18 mois. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Il avait perdu beaucoup de poids. La présence imposante qu'il avait toujours eue avait disparu, remplacée par une posture courbée de défaite. Leurs relations entre eux se sont également détériorées. Mes parents se sont blâmés mutuellement pour l'escalade. Mon père a affirmé que ma mère l'avait poussé à être plus sévère. Ma mère a insisté sur le fait que la violence de mon père avait été le véritable problème. Ils se sont séparés brièvement, bien que la nécessité financière les ait forcés à se remettre ensemble. Mes frères et sœurs se sont également retournés les uns contre les autres. Ma sœur a blâmé mon frère de l'avoir encouragé à publier les photos. Mon frère a affirmé que ma sœur avait tout orchestré et qu'il avait juste suivi. Ni l'un ni l'autre n'a accepté de responsabilité personnelle, tous deux essayant désespérément de rejeter la faute ailleurs. Pendant ce temps, ma vie a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Tyler et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie lorsque notre fille avait 13 mois. Sa famille a tout organisé, créant une belle journée remplie de gens qui se souciaient sincèrement de nous. Ma fille était notre demoiselle d'honneur, trottinant dans l'allée, laissant tomber des pétales pendant que tout le monde riait de pure joie. Nous avons racheté notre maison 6 mois après la sentence, 3 chambres, un grand jardin dans un quartier avec de bonnes écoles et des voisins sympathiques. Le père de Tyler a aidé pour l'apport, insistant que c'était un héritage anticipé, et qu'il voulait nous voir en profiter maintenant. Je suis retournée travailler à temps partiel, trouvant un équilibre entre ma carrière et ma maternité. Mon employeur m'avait soutenue tout au long, me donnant un congé prolongé et de la flexibilité.
Ils avaient en fait gagné du respect pour moi après avoir appris ce que j'avais enduré et comment je l'avais géré. La mère de Tyler gardait notre fille 2 fois par semaine, construisant une relation qui remplissait mon cœur. Voir mon enfant avec une grand-mère qu'il aimait vraiment, qui lui chantait des chansons, faisait des biscuits avec elle et lui lisait des histoires avec des voix amusantes a guéri quelque chose que je ne savais pas être brisé en moi. Nous avons pris des vacances en famille, de simples voyages à la plage et dans les parcs, créant des albums photos pleins de sourires sincères. La première fois que notre fille a vu l'océan. Son plaisir à construire des châteaux de sable. Son émerveillement à collectionner des coquillages. Des moments familiaux normaux et sains qui avaient semblé impossibles pendant mon enfance. Des amis se sont également ralliés à nous. Le colocataire de collège de Tyler et sa femme sont devenus nos plus proches compagnons. Leurs enfants avaient des âges similaires à notre fille. Nous faisions des barbecues le week-end, célébrions les anniversaires ensemble, nous aidions mutuellement à travers les défis parentaux. La communauté que nous avons construite était tout ce que la famille aurait dû être. Le succès professionnel est également venu. J'ai été promue au travail. Une reconnaissance de mes compétences et de mon dévouement. Mon patron a écrit une lettre de recommandation pour un prix de l'industrie que j'ai fini par remporter. Lors de la cérémonie, Tyler et ses parents étaient dans le public, applaudissant. Ma fille, vêtue d'une petite robe élégante, applaudissait sans comprendre pourquoi, mais sachant que c'était une occasion joyeuse. Le contraste entre ma vie et celle de ma famille ne pouvait pas être plus frappant. Pendant qu'ils sombraient, perdant tout ce qu'ils valorisaient, je construisais quelque chose de réel et de durable. Chaque étape franchie par ma fille, chaque accomplissement que j'ai réalisé, chaque moment de bonheur authentique semblait prouver que les avoir exclus avait été la bonne décision. La famille de Tyler est devenue ma famille à tous égards significatifs. Sa mère m'a appris ses recettes. Son père nous a aidés à acheter une maison avec un jardin. Les enfants de ses frères et sœurs sont devenus des camarades de jeu pour notre fille. Les réunions de famille étaient remplies d'une chaleur véritable, de rires sincères, d'un amour authentique. J'ai commencé une thérapie pour tout gérer. Le thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas seulement ce jour-là à l'hôpital. C'était l'aboutissement d'une vie de schéma, de dévalorisation systématique, de cruauté calculée. Ce jour-là, ils avaient simplement franchi une limite légale devant suffisamment de témoins. Ils se sont habitués à vous faire du mal en privé, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Ils pensaient pouvoir le faire publiquement sans conséquence. Ils avaient tort. Les séances de thérapie ont révélé des couches de traumatisme que je n'avais pas pleinement reconnues. En grandissant, j'avais normalisé leur traitement parce que c'était tout ce que j'avais connu. Le fait de me faire dire que j'étais sans valeur est devenu un bruit de fond. Être comparé défavorablement à mes frères et sœurs semblait routinier. Voir mes réalisations minimisées ou ignorées semblait normal. Mon thérapeute m'a fait écrire des lettres que je n'enverrai jamais, exprimant tout ce que j'avais retenu au fil des ans. La colère s'est déversée sur des pages et des pages. Des souvenirs refoulés sont remontés à la surface. Des fêtes d'anniversaire où mon gâteau était plus petit que celui de mes frères et sœurs. Des succès scolaires qu'ils avaient célébrés pour mon frère et ma sœur mais ignorés pour moi. La fois où j'avais obtenu des mentions et où mon père avait dit que ce devait être un semestre facile. Une séance particulière a brisé quelque chose en moi. Ma thérapeute m'a demandé ce que je dirais à mon moi plus jeune si je pouvais remonter le temps. La réponse est venue immédiatement, tu mérites mieux. Rien de tout cela n'était de ta faute. Leur cruauté en dit long sur eux et rien sur ta propre valeur. En prononçant ces mots à voix haute, j'ai commencé à pleurer. Non pas des larmes de tristesse, mais quelque chose de plus proche du soulagement. Pour la première fois, je les ai vraiment crus. La petite fille qui s'était tant efforcée de gagner un amour qui ne viendrait jamais mériter ma compassion, pas mon jugement. Tyler m'a également rejoint pour des séances de thérapie de couple. Il avait besoin d'aide pour gérer sa propre colère face à ce que ma famille avait fait. Il avait grandi dans un foyer aimant et ne pouvait pas comprendre comment des parents pouvaient traiter leur enfant de cette manière. Sa rage en ma faveur était intense et protectrice, mais elle le rongeait aussi. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu as dû être blessé avant que je te connaisse, a-t-il admis lors d'une séance.
Toutes les années où tu as survécu à ce traitement seul. Ça me donne envie de remonter le temps et de te protéger de chaque instant. La thérapeute l'a aidé à comprendre que son rôle n'était pas d'être mon sauveur ou mon vengeur. C'était d'être mon partenaire, me soutenant pendant que je guérissais tout en prenant soin de lui-même. Nous avons appris des stratégies de communication, des façons de nous consulter mutuellement lorsque des souvenirs refaisaient surface, des techniques pour nous ancrer lorsque la colère ou la douleur semblait accablante. Ces séances de thérapie ont renforcé notre relation de manière inattendue. Nous sommes devenus plus honnêtes l'un envers l'autre, plus vulnérables, plus connectés. Tyler a découvert des pans de mon passé que je n'avais jamais partagés en détail. J'ai appris qu'accepter du soutien n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Ma fille a prospéré. Elle a atteint toutes les étapes plus tôt que prévu. Son premier sourire, son premier rire, ses premiers pas. Nous avons tout photographié, mais ces images sont restées privées, partagées uniquement avec les personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de documentation publique, juste des souvenirs pour notre famille. Lorsque mon père a été libéré de prison, il a essayé de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il voulait une relation avec sa petite fille, a affirmé qu'il avait changé, a insisté qu'il méritait une seconde chance. J'ai répondu par l'intermédiaire de mon propre avocat avec un seul mot, non. Ma mère a envoyé des lettres de son établissement où elle a purgé sa peine. De longues lettres confuses essayant d'expliquer son comportement, de justifier ses actions, de minimiser ce qu'elle avait fait. Je les ai renvoyées sans les ouvrir. Certaines limites, une fois établies, doivent rester permanentes. Mon frère a parfois tenté de me contacter par l'intermédiaire de connaissances mutuelles. Il se dépeignait comme la vraie victime, affirmant qu'il avait juste suivi les dynamiques familiales, insistant qu'il n'avait pris des photos que parce qu'il pensait que c'était attendu. Je n'ai jamais répondu. Son rôle ce jour-là était clair sur les images de vidéosurveillance. L'ordonnance restrictive de ma sœur empêchait tout contact direct, mais elle a essayé des méthodes indirectes. Créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, faire passer des messages par des amis, même se présenter dans des endroits où elle pensait que je pourrais être. Chaque violation était signalée. Chaque signalement augmentait ses problèmes juridiques. Finalement, elle a cessé d'essayer. Ma fille a eu 1 an. Nous avons organisé une fête avec la famille de Tyler et nos amis les plus proches. La maison était pleine de ballons, de gâteaux, de cadeaux et de joie. En regardant autour de cette pièce, j'ai compris ce que la famille était censée être. Pas le sang, pas l'obligation, pas la hiérarchie, juste des gens qui choisissent de se manifester avec amour. Les photos de cette fête montraient un bébé heureux entouré de gens qui l'adoraient. Pas de mots cruels, pas d'humiliation, pas de moquerie, juste la célébration d'une vie qui avait de la valeur simplement en existant. Parfois, les gens me demandent si je regrette la tournure des événements, si j'aurais aimé gérer les choses différemment, protéger ma famille des conséquences, trouver un moyen de pardonner et d'aller de l'avant. La réponse est simple. Non. Ils ont fait leur choix ce jour-là à l'hôpital. Ils ont apporté ces vêtements. Ils ont prononcé ces mots. Ils ont commis une agression. Ils ont pris des photos. Ils les ont publiées publiquement. Chaque action était délibérée, calculée pour causer un maximum de tort et d'humiliation. Les conséquences auxquelles ils ont fait face n'étaient pas ma vengeance. C'était la réponse de la société à des abus documentés. Le système juridique fonctionnant exactement comme prévu, protégeant les personnes vulnérables de ceux qui leur font du mal. Ma véritable vengeance, si l'on peut l'appeler ainsi, est la vie que j'ai construite sans eux. La famille que j'ai créée par choix plutôt que par le sang. Le bonheur que j'ai trouvé en étant exactement ce qu'ils m'ont toujours appelé. Un échec selon leurs critères. Parce que leurs critères étaient sans valeur. Leur valeur était creuse. Leur cruauté était leur faiblesse, pas leur force. Ma fille grandira en sachant qu'elle était désirée, planifiée, célébrée dès son premier souffle. Elle verra des photos de sa naissance où je la tiens avec un amour pur sur mon visage. Elle entendra des histoires sur la façon dont ses grands-parents paternels lui ont tricoté des couvertures et assemblé ses meubles. Elle vivra des réunions de famille remplies de chaleur et d'acceptation. Et un jour,
quand elle sera assez grande pour comprendre, je lui raconterai le jour de sa naissance. Les horribles vêtements et les mots cruels, les gens qui nous ont fait du mal et le système qui nous a protégés. Comment se défendre et maintenir des limites est toujours le bon choix, même quand c'est le plus difficile. Elle apprendra que la famille est celle que l'on choisit, pas celle dans laquelle on est né. Que l'amour se manifeste par des actions, et non par des mots. Que certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à votre vie, quel que soit le lien ADN partagé. Le bonnet et le body de ce jour-là ont été versés au dossier lors du procès. Après la condamnation, le bureau du procureur m'a demandé si je voulais qu'il me soit rendu. J'ai dit, non, il pouvait être détruit, donné à un musée sur la maltraitance infantile, ou utilisé pour la formation juridique. Tout sauf les ramener dans ma vie. Ces vêtements représentaient tout ce qui n'allait pas avec ma famille d'origine. S'en débarrasser, c'était comme me débarrasser du dernier vestige physique de leur toxicité. Ma fille ne les porterait jamais, ne les verrait jamais, ne saurait jamais qu'ils ont existé au-delà de l'histoire que je lui raconterai un jour. Maintenant, à 18 mois, elle court dans notre maison en riant, poursuivant notre chien, demandant de lire les mêmes livres encore et encore. Elle appelle Tyler papa et moi maman avec une joie pure. Elle apprend de nouveaux mots chaque jour, pointant tout du doigt avec curiosité et émerveillement. Elle est exactement ce que j'ai toujours su qu'elle serait, parfaite. Non pas parce qu'elle est sans défaut, mais parce qu'elle est aimée complètement. L'erreur n'était pas son existence. L'erreur était d'avoir jamais cru que j'avais besoin de l'approbation ou de l'acceptation de ma famille. Ils ont donné à ma fille des étiquettes cruelles ce jour-là, essayant de la définir avant même qu'elle n'ait vécu un jour entier. Mais les étiquettes ne collent que si vous les acceptez. J'ai rejeté les leurs immédiatement et les ai remplacées par la vérité, désirée, aimée, célébrée, chérie, protégée. Ce sont les mots qui définissent ma fille. Ce sont les valeurs qui remplissent notre maison et ce sont les fondations qui la porteront à travers tout ce que la vie apportera, longtemps après que les gens qui ont essayé de nous faire du mal ne soient plus qu'une mise en garde sur les conséquences de la cruauté.